Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, est en visite dans la ville touristique de Livingstone, dans une visite de 2 jours qu'il a débuté ce lundi. Le gouvernement rwandais déclare qu'au cours de 4 dernières années, il a multiplié par 4 la subvention qu'il accorde aux agriculteurs pour qu'ils ne se plient pas sous le poids des prix d'intrants agricoles qui ont presque doublé. La Cour d'appel a procédé ce lundi à la lecture du procès de Paul Rusesabagina et des 20 autres co-accusés, membres du groupe MRCD-FLN. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, est en Zambie pour une visite de 2 jours dans la ville touristique de Livingstone. Cette visite a débuté ce lundi avec son arrivée à l'aéroport Henry Mwanga Kumbula à Livingstone. Le chef de l'État a été accueilli par son homologue de la Zambie, Hakainde Hichilema. Les 2 chefs d'État vont avoir un entretien à huis clos qui sera suivi par un autre qui rassemblera les délégations des 2 parties. Il est prévu la signature des accords de partenariat dans divers domaines, notamment la collaboration des offices en charge des recettes dans les 2 pays, des accords en ce qui concerne l'immigration et l'émigration, la santé, l'agriculture, la pêche, le commerce et l'investissement. Les agences de développement des 2 pays vont également signer des accords dans le domaine du développement des investissements. Au 2e jour de cette visite, le chef de l'État en Zambie, le président Kagame, en compagnie du président Hakainde et son épouse Mutinda Hakaindela, visitera le parc national de Monsia Tunya, s'inscrivant au patrimoine universel de l'UNESCO. Ils visiteront également le pont de Kazungula et le chemin de fer sur le fleuve Zambèze entre la Zambie, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe. Le Rwanda et la Zambie entretiennent des relations au niveau régional, continental et mondial. Les 2 pays entretiennent particulièrement un partenariat en matière de sciences et de la technologie, le commerce et l'investissement, l'extraction minière, la bonne gouvernance et le tourisme. En 2015, la société de transport aérien du Rwanda, Rwandair, a entrepris 3 vols par semaine à destination de Lusaka. Le gouvernement rwandais déclare qu'au cours de 4 dernières années, il a multiplié par 4 la subvention qu'il accorde aux agriculteurs pour qu'ils ne se plient pas sous le poids des prix d'intrants agricoles qui ont presque doublé. Les détails avec Jean-Damascène Manichim. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, indique que pour que cette situation soit effective, il a fallu que le gouvernement multiplie par 3 le budget qu'il alloue aux intrants agricoles, passant d'environ 5 milliards de francs rwandais en 2018-19 à 13 milliards au cours du présent exercice budgétaire. Le Premier ministre a fait cette indication aux parlementaires des 2 chambres du Parlement dans le cadre de la présentation de l'action gouvernementale relative à la distribution d'intrants agricoles et d'élevage. Le chef de la primature a en outre fait savoir que les efforts que le gouvernement a fournis dans le développement de l'agriculture et de l'élevage au Rwanda au cours de 4 dernières années continue à donner des résultats remarquables, ajoutant que dans l'ensemble, la production issue de ce domaine augmente en moyenne de 5% chaque année et c'est au moment où il intervient à hauteur de 25% au produit intérieur brut total. À titre illustratif, au cours de l'exercice budgétaire 2020-2021, les recettes en devises issues de l'agriculture et de l'élevage étaient évaluées à 445 milliards de francs rwandais par rapport aux 355 milliards en 2016-17, soit une augmentation de 25%. Le croissement de la production s'explique par le fait que la quantité d'intrants agricoles utilisés par hectare a augmenté. Au moment où en Afrique subsaharienne, les cultivateurs utilisent moins de 30 kg d'intrants agricoles par hectare, il est actuellement au Rwanda de 60 kg par hectare par rapport à 32 kg en 2017, soit une augmentation de 87,5% au cours des 4 dernières années. La suite de ce journal, la Cour d'appel vient de prononcer son verdict et maintient la peine de 25 ans de réclusion à Paul Rusesabagina et 15 ans de réclusion pour Sabimana Calixte, alias Sankara.
Nzeimana Marc, 20 ans de réclusion. Herman Sengimana, 7 ans au lieu de 5 ans de réclusion. Yamuremie Emmanuel, 5 ans. Kuitonda André, 5 ans. Chimiman Emmanuel, 3 ans de réclusion. Akizimana Théogène, 5 ans. Nagijimana Jean-Christian, 3 ans. Nsazu Bukile Félicien, 5 ans. Munyaneza Anastase, 5 ans. Nikunze Siméon, 10 ans. Nabangayimana Joseph, 3 ans. Mukanduti Angelina, 20 ans. Niorera Marcel, 5 ans. Le district de Luavo et ses partenaires en développement sont invités à parfaire leur partenariat afin de pouvoir réaliser les objectifs que la direction du district s'est fixés. Explication avec Kassim Youssouf. Lors de la conférence annuelle qui rassemble la direction du district de Luavo et ses partenaires, il a été souligné que le district se développe de plus en plus, mais qu'il fait face aux défis qui entravent son essor socio-économique, notamment des infrastructures insuffisantes et le trouble de croissance au sein des jeunes et des adultes qui est à hauteur de 40%. Ceux qui connaissent bien la situation du district de Luavo indiquent qu'il est plein de potentialités de développement et que si elles sont bien exploitées, tous ces problèmes seraient tous jugulés. La direction du district de Luavo indique qu'elle a beaucoup fait pour faire face aux divers problèmes auxquels le district était dernièrement confronté, mais que certains n'ont pas trouvé de solution suite à la faiblesse des agents de ce district ou aux effets de la pandémie de Covid-19. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, qui a participé à cette réunion, indique que le gouvernement rwandais va davantage soutenir le développement du district de Luavo, mais que pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, chaque responsable est invité à élargir son rayon d'activité et sa collaboration avec d'autres instances et avec des acteurs du secteur privé. Luavo est parmi les 6 villes de district secondaires à la ville de Kigali et le seul district dont une grande partie touche au lac Kivu et qui dispose de 4 frontières légales. L'on a en outre promis au district de Luavo la construction de différentes usines pour satisfaire le marché local d'environ 400 000 personnes et celui de la ville de Goma d'environ 2 millions de personnes. Le gouvernement rwandais alloue actuellement au district de Luavo un budget de 19 milliards de francs rwandais qui cependant n'est pas suffisant compte tenu de sa vision de développement. C'est pour cette raison que les partenaires en développement de ce district sont exhortés à jouer un rôle primordial dans toutes les activités. La suite de cette édition, les enfants malvoyants indiquent que l'usage de la technologie est l'un des moyens qui leur permettront d'accéder à l'éducation de qualité. Les détails avec Jean Damascène Manchim. Certains enfants aveugles indiquent qu'un des procédés utilisés dans l'éducation de personnes vivant avec handicap pourrait leur causer des problèmes. L'Office rwandais d'éducation de base, conjointement avec l'Union des personnes aveugles au Rwanda, ont rendu public la technologie dénommée Orbiturida 20 qui va aider les enfants aveugles dans leur éducation. L'Orbiturida est un afficheur et bloc-notes braille portable permettant de lire et de produire n'importe quel code braille à 6 ou 8 points dans n'importe quelle langue. Les enfants qui ont commencé à se servir de cette technologie disent qu'elle les aide beaucoup dans leur éducation. L'Office rwandais de l'éducation de base indique que jusqu'à présent, 75 machines de la technologie Orbiturida ont été distribuées, une machine coûtant $750 américains, soit environ 750 000 francs rwandais. Le directeur général de l'Office rwandais de l'éducation de base, le docteur Nelson Mbarushimana, indique qu'ils envisagent de poursuivre la distribution de ces machines aux enfants aveugles qui en ont besoin. Orbiturida, et ça va être une fondation solide et sur laquelle l'enseignement dans les écoles spécialisées, des gens qui souffrent de la cécité. Et comme nous sommes entrés dans l'utilisation de l'ICT, et un de nos objectifs est de promouvoir la technologie dans nos écoles. L'introduction de cet appareil qu'on appelle Orbiturida 20
C'est tout à fait différent de l'appareil que les enseignants utilisaient dans nos écoles, parce que celui-ci, c'est plus digital. Et c'est plus digital, ça peut accepter des documents qui sont digitaux. Et l'enfant peut avoir une interaction avec son enseignant. L'élève peut envoyer un message électronique utilisant cet appareil à son enseignant et il y aura une interaction entre l'enseignant et l'élève. Et cet appareil fait la différence parce que il est utilisé électroniquement. Ça peut même stocker quelques fichiers et l'enfant peut chercher, l'étudiant ou le professeur ou l'enseignant peut chercher le fichier quand il veut. Et nous pouvons dire que vraiment c'est une contribution. L'entrée de cette technologie dans les systèmes éducatifs, c'est une contribution cruciale qui va vraiment promouvoir la qualité de l'éducation que ces enfants qui vivent avec la cécité peuvent utiliser pour avoir accès à l'éducation et à faire une interaction avec eux et leurs enseignants. Le directeur exécutif de l'Union rwandaise des personnes aveugles, Donatil Kanimba, indique que les enfants aveugles ont le droit de recevoir de tout matériel dont ils ont besoin pour leurs études. L'Office rwandais de l'éducation de base indique que le but de l'usage de la technologie au but d'avante est de promouvoir l'éducation des enfants aveugles. Les statistiques du ministère rwandais de l'Éducation révèlent que l'on compte au Rwanda 377 personnes aveugles, dont certains fréquentent des écoles spécialisées et d'autres des écoles pour tous. Des statistiques provisoires montrent que l'on compte au Rwanda plus de 55 000 personnes aveugles. Bienvenue à l'entretien du jour. Nous avons le plaisir de recevoir un invité. Vous le connaissez certainement, vous l'avez déjà suivi sur les antennes de la télévision rwandaise. Il s'agit de Rémi Rion, qui est donc le directeur général de l'Agence française de développement, un établissement public dont la mission est de financer et d'accompagner le développement des pays du Sud et des Outre-mer français. Bonsoir et bienvenue donc à cet entretien. Bonsoir. Alors, vous avez écrit, Monsieur Rion, un livre pour un monde en commun, regard croisé entre l'Afrique et l'Europe. En partageant vos réflexions avec Achille Bembe sur des regards croisés entre l'Afrique et l'Europe, vous vous interrogez sur plusieurs paramètres des relations entre les nations qui ne doivent pas se limiter au jeu d'influence, à la lutte d'intérêts, car les défis mondiaux deviennent multiformes avec des paramètres tels que l'écologie et le climat. Mais aussi la santé avec la pandémie de Covid-19 plus récemment. Pouvez-vous nous parler un peu de pourquoi avoir choisi ces thématiques ? Alors d'abord, merci pour votre invitation, Patrick, et pour me donner l'occasion de vous présenter, de présenter à vos téléspectateurs ce petit livre-là qui est disponible, qui est sorti dans les librairies la semaine dernière, donc c'est tout chaud, c'est notre bébé, et vraiment profiter pour remercier du fond du cœur mon ami Achille Bembe, qui est, vous le savez, un grand historien, philosophe, une figure morale africaine. Il est camerounais d'origine, il vit aujourd'hui à Johannesburg, c'est un citoyen de l'Afrique, c'est un citoyen du monde, connu dans le monde entier. Et puis c'est un critique exigeant, parfois de la France en Afrique, et puis très conscient aussi que le monde ne va pas dans la bonne direction, en fait, que nous sommes plongés dans des crises systémiques très profondes, la crise du climat. La température ici a augmenté de 1,4 degré depuis 1970, plus que la moyenne mondiale. Et vous en voyez sans doute l'impact sur l'agriculture, l'érosion des sols, la vie des populations. Une crise profonde de la nature, de la biodiversité, liée au climat d'ailleurs. Il y a à un moment des ruptures qui créent des crises
et sur lesquels il faut absolument avoir à la fois des moyens de prévention et puis des moyens d'action ensuite. Parce que nous avons ça devant nous, en fait. Donc, je ne veux pas faire peur à vos, téléspectateurs. Je crois qu'ils le savent, en fait. Oui. Et Ils le ressentent aussi. Oui, absolument. Et le sens de ce livre et son titre, Pour un monde en commun, c'est vraiment de dire, c'est plus une question d'aide au développement, c'est plus une question de, il y a les uns d'un côté, les autres de l'autre. Il n'y a plus les pays riches, les pays pauvres. Il faut cesser avec toutes ces divisions qui existent. Je ne les méconnais pas. Pour essayer de rassembler toutes les femmes et les hommes, les institutions, je dirige l'AFD, qui veulent s'engager pour la défense de ces biens communs, en fait. Alors, les réflexions que vous énoncez dans ces livres ont déjà trouvé écho dans le monde, car beaucoup s'interrogent déjà sur la refondation de l'ordre social en privilégiant le bien commun. Vous avez raison, il y a une interrogation profonde aujourd'hui sur ce qu'on a appelé autrefois le multilatéralisme. C'est le mot qu'a pris cette coopération internationale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec des grandes organisations comme l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, le Fonds mondial, qui organisent finalement, mais qui sont, vous le savez, challengés, qui sont parfois bloqués par les rivalités entre nations. On l'a vu dans cette grande crise. Et donc oui, nous appelons à finalement élargir le groupe des institutions. C'est ce qu'on appelle peut-être moins le multilatéralisme, mais plutôt moi je dis le polylatéralisme, vous voyez, pour dire qu'il y a plus de gens, et surtout d'aller chercher dans cet effort pour les biens communs les institutions nationales. Vous voyez, le problème parfois des institutions internationales, que je respecte, c'est qu'elles sont internationales. Et le message du climat, les objectifs de développement durable des Nations Unies, à un moment, ça doit avoir des conséquences dans les dynamiques sociales, économiques, naturelles des pays eux-mêmes. Et ce qu'on a trouvé, peut-être on en parle un peu dans le livre avec Achille, c'est le rôle extraordinaire des banques publiques de développement. On a dans le monde 530 banques publiques de développement, c'est-à-dire des institutions publiques possédées par les gouvernements, mais qui sont des banques, c'est-à-dire qui sont dans le système financier, mais qui ont un mandat spécifique qui est de mettre en œuvre les ODD. Vous en avez une ici au Rwanda, ça s'appelle la BRD. C'est mon ami Pichet, Kampeta Sayinzoga qui la préside, que je salue. Elle veut transformer le système financier rwandais, elle veut aider les ministères, elle veut aider les populations, elle a fait un challenge pour l'accès à l'énergie, elle s'intéresse beaucoup à l'agriculteur, elle veut être ce lien finalement, vous voyez, entre le public et le privé, entre le court terme et le long terme, entre le global et le local. C'est à ça que servent ces institutions. On est en train de les rassembler, ça s'appelle Finance en commun, ce mouvement qui les rassemble toutes. Encore une fois, pas pour elles-mêmes, mais pour qu'elles jouent un rôle plus utile pour le public et le privé, pour les gouvernements, ici au Rwanda pour les autorités rwandaises, et qu'elles aident finalement à soutenir un renouvellement de la coopération internationale, qui n'est plus sur les vieilles lignes nord-sud, puisque vous voyez bien, nous, une banque publique, on en a une en France, c'est la Caisse des dépôts et consignations, vous en avez une ici, il faut qu'elles se parlent, l'AFD sert à ça, pour échanger, vous voyez, c'est un dialogue, un échange sur les expériences de développement, c'est plus du tout fait comme chez moi, et tout se portera bien, puisqu'on a un problème, on a tous le même problème en fait. Tout à fait. Alors, vous faites partie de la génération née dans les années 70, ouais, comme moi par ailleurs, et qui a vu la perte de la forêt tropicale, la surpêche, l'extension massive des terres agricoles et bien d'autres. N'est-il pas temps pour que le monde s'interroge véritablement sur ces vrais problèmes qui mettent en danger toute la planète? Alors, vous avez vraiment raison, on est de la même génération. Quand vous regardez les courbes des grands problèmes que nous avons, effectivement, la déforestation, la consommation de viande, la pollution des océans, les émissions de CO2, de carbone, ben en fait, ça monte en gros gentiment jusqu'en 69-70, puis après, toutes ces courbes s'infléchissent comme une immense accélération depuis 1970 qui nous plonge finalement dans la crise que je décrivais. Et si on n'arrive pas
à réinfléchir, sans doute sur un plateau, hélas, plus élevé. Il va falloir vivre avec une température nettement plus élevée qu'avant l'ère pré-industrielle. Si on n'arrive pas à infléchir par les bonnes politiques publiques, par les bons investissements, par l'engagement de toutes les institutions, de tous les citoyennes et les citoyens, et il y en a beaucoup, et la jeunesse en particulier, qui veulent faire cet effort, soyez certains que nous annonçons des lendemains extrêmement difficiles. Alors, le temps nous imparti touche presque à sa fin. Nous allons aller un peu plus vite. Vous avez aussi évoqué les derniers sommets Afrique-France de Montpellier, la place plus large accordée à la société civile africaine, actrice de son propre développement. Une phrase a retenu mon attention. Vous avez dit « Je sais que le mort tient encore le vif et que cette histoire soit désormais être connue, enseignée et respectée jusqu'au plus haut niveau de l'État ». Que vouliez-vous dire exactement en appelant à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire entre la France et l'Afrique? Moi, je suis un historien. Je suis l'ami de Vincent Duclerc, qui, vous le savez, a préparé avec d'autres historiens ce rapport si important qui a conduit à la reconnaissance par le président Macron de la responsabilité de la France ici. Et donc, je pense qu'il faut... c'est la deuxième partie du livre. On a appelé ça « Dépasser l'héritage colonial ». Il y a d'autres héritages. Je pense qu'il faut faire un travail de vérité, bien établir les faits, les enseigner aussi, encore une fois, pour les générations futures, de telle sorte qu'on puisse prendre appui sur une base solide pour renouveler, je dirais, reconstruire, aller plus loin dans notre relation. C'est vrai, et je crois que c'est ce qu'on est en train de faire, au fond, entre la France et le Rwanda, par un effort politique, par, j'espère, l'action de développement de l'AFD aussi, et par toutes les autres forces qui sont en train de nous aider, finalement, vous l'avez dit, à sortir de cette phase très difficile dans nos relations, et à aller vers, ça c'est le titre de la troisième partie du livre, oui, exactement, c'est ça que j'allais poser comme diplomatie, question. ce qu'on appelle une diplomatie du vivant. Oui. C'est-à-dire, je pense qu'entre l'Europe et l'Afrique, y compris en raison de l'histoire qui est la nôtre, mais aussi de notre conscience des problèmes planétaires, on peut être ceux qui inventons une nouvelle forme de diplomatie, qui est moins une diplomatie pour, je dirais, rétablir des équilibres entre les puissances, mais plutôt une diplomatie pour mettre en accord toutes les puissances et aller de l'avant. Parce qu'il ne s'agit pas de rester dans un statu quo aujourd'hui, y compris dans votre région. Il faut un moment que tout le monde se met, et nous en Europe, avec l'Ukraine, il faut qu'on arrive à trouver un accord qui permet de transformer, qui permet d'aller plus loin. Et ça, c'est un autre art, je dirais, diplomatique, une autre forme d'action qu'on doit absolument inventer ensemble. Oui, la toute dernière question, M. Rion. Vous parlez d'une France réconciliée. La réconciliation passe par la réparation. Comment se réconcilier, selon vous, pour le cas de la France et du Rwanda, alors que nous savons que tout n'est pas réparable, notamment quand il s'agit d'un passif aussi lourd entre les deux pays? Oui, alors avant ce livre, j'en ai écrit un autre, que je tiens bien sûr à votre disposition, qui s'appelait « Réconciliation », avec un S, où j'essayais de comparer finalement le travail très patient, très structuré des agences de développement, du financement du développement, avec les processus de réconciliation. Et je disais que dans les deux cas, il y a plusieurs ingrédients. Il y a d'abord un travail de vérité. Je pense que avant même la justice, il faut établir les faits, clairement. Il faut étudier le terrain avant d'investir. Ensuite, il faut un travail d'investissement, précisément. C'est-à-dire, je crois qu'on ne se réconcilie que si on va de l'avant, que si on investit, c'est-à-dire si on change la réalité et si les différentes parties prennent confiance qu'on peut faire mieux à l'avenir. Et puis, dernière chose, c'est un peu c'était le sens de ma visite ici, la 4e au Rwanda. Dans tous les processus de réconciliation, il ne faut pas croire que c'est terminé, que c'est fait une fois pour toutes. Et il faut très précisément fixer des rendez-vous. C'est un peu pour ça que je suis là, pour vérifier que les choses qu'on s'est dites, le programme de travail qu'on a mis en place, se réalise en fait. Merci beaucoup, Monsieur Rémi Rio. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc le directeur général de l'Agence française de développement et que vous avez
écrit ces livres qui parlent donc pour un monde en commun, un regard croisé entre l'Afrique et l'Europe, que je recommande aux téléspectateurs de lire. Avec Achille Bembe. Avec Achille Bembe. Très important. Et C'est demain. ce livre est déjà sorti, vous pouvez donc le trouver déjà dans vos librairies. Donc nous vous remercions d'avoir pris votre temps de venir dans le studio de la télévision rwandaise et nous vous souhaitons donc un bon séjour ici au Rwanda. Merci à vous, Patrick, et à la télévision rwandaise. Merci à vos téléspectateurs. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de vous quitter, les rappels des principaux titres. Le président de la République, Paul Kagame, est en Zambie dans la ville touristique de Livingstone pour une visite de 2 jours. Le gouvernement rwandais déclare qu'au cours des 4 dernières années, il a multiplié par 4 la subvention qu'il accorde aux agriculteurs pour qu'ils ne s'épuisent pas sous le poids des prix intrants agricoles qui ont presque doublé. La Cour d'appel a procédé ce lundi à la lecture des procès de Paul Rusesabagina et de 20 autres co-accusés membres du groupe MRCD-FLN. C'est donc la fin de ce journal. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Il y avait avec moi au studio Yiringiro. Du côté de la régie, j'ai fait un clin d'œil à tous les membres de cette édition. Il y a Emmanuel, il y a Christelle, il y a Didacienne. Il y a les 2 mamans, Caritas, Ouera et Dikumana. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes.